mettez-vous en ligne, mettez-vous en ligne, on va se laisser. Mettez-vous en ligne, on va se laisser, mettez-vous en ligne, on va se laisser, mes frères et sœurs. Mettez-vous en ligne, on va se laisser. Chers parents, chers amis, chers frères. Mettez-vous en ligne. Mettez-vous en ligne. Connectez-vous, 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 on va se laisser. Connectez-vous. On ne va pas trop durer, mais on va parler de quelque chose qui nous intéresse ce soir. Connectez-vous, chers parents, chers amis. Connectez-vous, connectez-vous, connectez-vous. Connectez-vous massivement. Connectez-vous massivement. Et n'hésitez surtout pas à partager ce direct. Partagez-le, partagez-le dans les groupes, sur vos murs. Partagez le direct en question. On va se laisser en même temps. Partagez le direct, on va se laisser en même temps. Partagez-le, on va se laisser. Partagez le direct, on va se laisser. Partagez le direct, partagez le direct. Donc, on va rentrer dans le but du sujet. Bonsoir, bonsoir à tous et à toutes. Pour tous ceux qui ne me connaissent pas, je suis l'incontournable guerre qui a compris tout terrain, l'homme dont on parle, l'homme qui n'a pas fort aux yeux, l'homme qui ne mâche pas ses mots. Vous pouvez aussi m'appeler devant la vie, l'homme n'est rien, gouverneur italien, docteur Monton, appelez-moi Boum Boum, laisse-moi mourir 5 heures plein droit, El Padrino, camarade des Oula Modia. Alors nous voilà à nouveau devant cette caméra pour aborder la question de ce fameux missile qui est âgé de 63 ans, mais qui ne fait que terroriser les Occidentaux. Il faudrait que ça soit clair. Donc, c'est un missile qui a été fabriqué dans les années 1960. Je dis bien 1960. En 2023, ça fait 63 ans. Donc, le missile a le même âge que l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Est-ce que vous comprenez? Parce que la Côte d'Ivoire a eu son indépendance en 1960. Et le missile a été fabriqué en 1960, mes frères et sœurs. Mais ce missile fait ses preuves. Or, les Russes avaient déjà enlevé ce missile dans leur truc. Dans leurs arsenaux militaires. Dans leurs arsenaux militaires depuis 2007. Donc ce missile ne faisait plus partie de l'arsenal militaire russe. Mais les Russes, bon, avant d'y arriver, j'aimerais vous rappeler pour toutes les personnes qui sont grosses, qui sont en surpoids, qui ont besoin de maigrir, n'hésitez surtout pas à me contacter. Joignez-moi le plus tôt possible. Commandez vos parts de médicaments miraculeux. Parce qu'il y a d'autres qui disent, ah non, il n'y a pas de médicaments indigènes pour faire... Non, je dis, il y en a. Il faudrait que... Si tu n'as jamais vu quelque chose, il ne faut pas dire cette chose n'existe pas. Parce que le monde ne se limite pas dans ta maison ou bien l'endroit où tu vis. Le monde est très vaste et ce que tu connais, l'autre ne connaît pas ça. Ce que l'autre connaît, toi, tu ne connais pas ça forcément. Donc, il ne faut pas te dire qu'il n'y a pas un tel remède. Il y en a. Et ce remède a déjà fait ses preuves sur le terrain. Il faudrait que ça soit clair. Donc, si tu es en surpoids, tu es gros ou grosse, tu veux maigrir, contacte-moi. Maintenant, si tu as aussi le coco, c'est-à-dire l'hémorroïde, tu es fatigué. Ça fait des années que ça te fatigue. Pour aller aux toilettes, même à ton anus, ça te brûle. Tellement ça te fait mal, tu cries bawa, bawa. Écoute, les pleurs, cesse les pleurs. C'est la fin de tes pleurs. C'est la fin de tes pleurs. Il faudrait que ça soit clair. Donc, tu as un tel problème, n'hésite pas à me contacter. Ensuite, il y a le problème de la faiblesse sexuelle. Mon frère, tu n'arrives plus à satisfaire madame. Tu vois une femme, déjà, le baogi se met en marche. Il se lève dou. Tu vois le baogi qui tremble déjà. Madame vient te donner une bise en même temps. Le baogi commence un truc. Voilà, vous comprenez. Commence à pisser, à tirer. Et la petite, elle est découragée. Elle se demande, mais est-ce que lui là c'est un homme? Mon frère, tu as un tel problème, n'hésite surtout pas à me contacter. Contacte-moi, je vais te donner la poudre magique. Cette poudre a pour but de traiter ton mal et mettre fin
à ce qui pousse le Baogi à pisser vite fait et permettre à ton Baogi de résister dans le temps pour que tu puisses pilonner. Je dis bien, tu vas mener une attaque de pilonnage comme il se doit. Tu vas pilonner le machin. Tu vas bien faire le pilonnage. Elle va se lever, ses yeux vont être rouges comme un mamba vert qu'ils ont surpris en midi 14. Elle dit, ouais, tu es non. Elle te salue. Elle s'en va, elle revient. Parce qu'elle a trouvé que non. C'est qu'elle cherchait partout là. Tu lui as donné ça. Tu as donné sa dose. Prends. Il faudrait que ça soit clair. Donc, je vais mettre mon numéro sur le titre de la vidéo après. Donc, ceux qui vont réclamer mon numéro, quand je vais finir, je vais mettre le numéro sur... Je vais mettre mon numéro sur le titre de la vidéo. Et après, ceux qui aimeraient bel et bien me contacter, ils me contacteront. Voilà. Alors, on quitte ce domaine. On va sur le terrain militaire ukrainien. Vous savez, l'attaque d'hier, je dis bien l'attaque d'hier. Hier était le 14 janvier 2023. Il y a eu une attaque sur l'Ukraine. Cette attaque, les Ukrainiens ont menti pour dire qu'ils ont abattu certains missiles. Mes frères, ils n'ont pas pu abattre la majeure partie des missiles en question. Et même les missiles qu'ils ont touchés, ces missiles sont allés s'abattre sur des immeubles. Ils n'ont pas pu neutraliser les missiles russes hier. Pourquoi? Et depuis que la Russie utilise ces missiles, ils n'ont jamais été en mesure de les abattre. Pourquoi ils ne sont pas en mesure de les abattre? Parce que ce sont des missiles qui sont âgés de 63 ans. C'est-à-dire quand ces missiles, les soviétiques fabriquaient ces missiles, nous les autres, on n'était pas encore nés. Parce que je n'ai pas 63 ans, mes frères. La majeure partie des gens qui me suivent ici, ils n'étaient pas encore nés. Quand ces missiles KH-22 se fabriquaient par l'Union soviétique, beaucoup d'entre nous, je dis bien beaucoup d'entre nous, n'étaient pas encore nés. Donc il faudrait que ça soit clair. Donc ce sont des missiles âgés de 63 ans qui ont fait leur preuve hier en Ukraine. Qui vous a dit les vieilles marmites ne savent pas préparer les bonnes sauces, mes frères? Parce que quand vous suivez la propagande, ce sont les vieilles armes. La Russie détient seulement les vieilles armes. Nous, en Occident, on a les nouvelles armes. Voici les vieilles armes que leurs nouvelles armes ne parviennent pas à stopper. Je dis bien, les vieilles armes, les armes russes dont on traite de vieilles armes, leurs nouvelles armes étoffées de technologie, soi-disant la meilleure des technologies, ces armes remplies de technologie ne parviennent pas à arrêter les vieilles armes qui sont âgées de 60 ans. Comment vous trouvez cela? Je vais parler du missile KH-22. En réalité, c'est un missile balistique portatif par les bombardiers stratégiques à longue portée. Ça a eu une portée de 600 km, une vitesse de 5000 km/h et l'ogive que le missile porte est de 950 kg. Vous savez, c'est-à-dire ce qui va exploser. Ça dépasse déjà un sac de cacao. 100 kg, 5 kg, jusqu'à 950 kg. Il manque 50 kg, ça va faire 1000 kg. Est-ce que vous comprenez? Il manque 50 kg, ça va faire 1000 kg. Donc, c'est cette ogive-là qui est devant le missile. C'est un gros missile. Ah tiens, c'est comme ça. C'est un gros missile que les bombardiers stratégiques portent. Et ces bombardiers-là ne sont pas obligés de venir dans la ligne de défense ukrainienne. Voilà pourquoi on appelle ça bombardier stratégique. Les pays qui ont ces armes-là, il n'y a que les États-Unis, la Russie et la Chine. C'est maintenant la Chine s'est mise dans la danse. Sinon, les autres pays du monde n'ont pas ces genres de trucs de bombardiers. Il faudrait que ça soit clair. La France ne dispose pas de ces bombardiers. La France n'a que ces Mirage et trucs Rafale. Ils n'ont pas ces genres de bombardiers. Les Américains, oui, ils ont ces bombardiers, les Russes et les Chinois. Voici les trois pays qui possèdent ça. Ce sont des avions stratégiques
qui ont pour but d'être en retrait de la défense ennemie et frapper l'ennemi. Frapper l'ennemi et se retourner pour ne pas que l'ennemi puisse avoir la possibilité de riposter et d'abattre ses avions. Et donc, ces avions ne peuvent pas seuls. Quand ils vont attaquer, ils vont avec des groupes d'avions pour leur sécurité. Pour leur propre sécurité, il y a d'autres avions qui les entourent. Et ils restent au loin. Et ils frappent l'ennemi et ils se retournent. Au cas où un autre avion vient attaquer cet avion, mais les avions qui sont aux alentours vont mener une guerre aérienne avec les autres avions. Et pendant ce temps, lui, il se retourne. Il vole à 2000 km/h. C'est un avion qui file, qui va très loin, qui est rapide que certains avions américains. Il est plus rapide que le F-35 américain. Il faudrait que les gens le sachent. Donc, en matière de vitesse, les Tupolev 160, les Tupolev, M95 et tout ça là, ils sont rapides que le F-35. Vous comprenez? Donc, ce sont des avions qui volent à 2000 km/h. Vous devez le savoir. Donc, souvent même, ils sont plus rapides que le missile Tomahawk américain qui vole à 800 km/h ou à 1000 km/h. Vous devez le savoir. Donc, ce n'est pas un avion que d'autres avions de chasse peuvent poursuivre comme ça pour arrêter en cours de route. Non, eux aussi filent. Ils sont très rapides que certains avions de chasse. Il faudrait que vous le sachiez. Donc, ce missile a été fabriqué en 1960. En réalité, c'est un missile balistique portatif. Voilà pourquoi les soviétiques avaient fabriqué ces bombardiers à long rayon d'action pour être en mesure de frapper aussi les Américains à travers ces missiles. Donc, ce sont des missiles qui étaient remplis de technologies soviétiques, qui étaient des missiles supersoniques qui volent à 5000 km/h. Donc, tellement ils sont rapides, les radars des pays occidentaux qu'ils ont fournis aux Ukrainiens, c'est-à-dire le nouveau système, le fleuron du nouveau système allemand qu'on appelle IRIS, c'est le système de défense allemand. Vous comprenez? C'est le système de défense allemand. Ils appellent ça IRIS. Ils ont envoyé ça en Ukraine et c'est situé même à Kiev. NASAM, c'est l'un des meilleurs systèmes américains qui est nouveau. Mamba, le Mamba, la France a déjà envoyé ça. Quand ils disent non, ils vont envoyer. Il y a déjà un lot de Mamba, c'est le système de défense aérien français qui surveille la France. Est-ce que vous comprenez? Tous ces systèmes-là sont en Ukraine. En dehors de ça, l'Angleterre a envoyé aussi son système de défense. La Suède a envoyé son système. À tout cas, la majeure des pays de l'Europe, ou bien les pays membres de l'OTAN, ils ont envoyé, chaque pays a envoyé son système de défense pour dire, bon, j'ai le meilleur système. Mais devant tous ces systèmes de défense qui sont remplis à Kiev pour défendre la capitale, mes frères, le cas H-22 ne connaît pas l'histoire des systèmes de défense. Ça pénètre dans l'Ukraine comme dans du beurre. Ça traverse toute l'Ukraine, jusqu'à ça sera frappé de l'autre côté de l'Ukraine, sans que les radars ne voient ce missile. C'est quand ça frappe que les sirènes s'enclenchent. Parce que hier, il y a eu 2 vagues d'attaques. Première attaque, c'est la matinée. Quand les missiles ont frappé, les Ukrainiens ne savaient pas d'où venaient ces frappes. Il y a eu des explosions parce que les sirènes n'ont même pas sonné. Les sirènes n'ont pas prévenu la population ukrainienne pour dire c'est chaud et qu'il y a une attaque aérienne qui vient. C'est quand ça a explosé, douille, tout le monde était paniqué parce que d'habitude, le système d'alerte précoce, c'est un radar installé par les pays membres de l'OTAN. Et donc, quand il y a une attaque, quand un missile vient, les radars détectent ces missiles et s'enclenchent. S'enclenchent les sirènes. Puis ça fait donc la population est mise au courant. Et donc, du coup, chacun se cherche, chacun se protège comme il peut. Mais hier, ça n'a pas été le cas. Les radars des pays membres de l'OTAN et même les radars d'origine soviétique dont disposent les Ukrainiens, ils n'ont pas pu voir ces missiles venir.
Donc, première attaque dans la matinée, ça a frappé Kiev durement. Ça a frappé le centre de commandement à Kiev, parce qu'ils avaient un centre de commandement militaire, d'où les opérations sont dirigées. Ils ont frappé ce centre, ça a atteint l'objectif, ils ont frappé des sites énergétiques et tout. Donc ça, c'est la première attaque sur Kiev. Et dans l'après-midi, il y a eu maintenant les attaques massives dans tout le territoire ukrainien. Et donc, ils sont surpris, ils ont dit, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ils n'ont pas pu détecter ces missiles? C'est quels gens? Donc, les gens pensaient que c'était le missile hypersonique Kinjal que la Russie avait utilisé. Mais ce n'est pas Kinjal. La Russie n'a même pas encore utilisé ces missiles hypersoniques. Ce sont des missiles de 1960 qui sont vieux de trucs 63 ans que la Russie a utilisé. Donc, imaginons, on dit système, un truc, comment on appelle ça? Patriote, système patriote. C'est pour protéger l'Ukraine. Mais si le système français, Mamba, n'arrive pas à détecter le missile, le système allemand, Iris n'arrive pas, le système anglais n'arrive pas, le système suédois n'arrive pas, et les S-300 ukrainiens, parce que ce sont des bons missiles anti-aériens, les S-300 ukrainiens, ils sont performants. Ils sont performants. Ils sont au même niveau que les trucs patriotes. Souvent même, on dit même qu'ils sont plus performants que les patriotes. Si eux, ils n'ont pas pu détecter ce missile âgé de 63 ans, Patriote va faire quoi devant ces trucs? Parce que tous les pays membres de l'OTAN, ils ont la même technologie, ils ont la même stratégie, ils testent les trucs. Donc, ils sont sûrs d'eux que dans leur défense aérienne, personne ne peut pénétrer ça. Ce sont des mensonges. Donc, voilà, hier, la Russie a pénétré ses défenses. On dit, non, est-ce que la Russie a vu une faille dans la défense anti-aérienne? Non, ce sont les missiles qui ont fait leur preuve. Et de tels missiles, les Occidentaux n'ont pas encore les moyens de les arrêter. En plus forte raison, hypersonique, Kinjal, poignard. C'est un missile qui vole à 5000 km/h. Donc, vous comprenez, au temps de l'Union soviétique, les Russes, ils savaient déjà fabriquer des missiles qui volent à une très grande vitesse, qu'ils appelaient supersoniques. Imaginons, autant les années 60, est-ce que les Américains ne disposaient même pas de système de défense, même les Européens, pour empêcher les missiles russes, ces genres de missiles-là. Le KH-22, le KH-22 et le KH, je ne sais pas, le KH-21 ou bien 11 façons là. Les Russes avaient déjà ça. Ce sont des missiles performants dont les Soviets ils ont mis tout leur savoir-faire. C'était des missiles furtifs. Donc eux, ils connaissaient déjà la furtivité. Ils connaissaient déjà comment pénétrer les défenses ennemies. Or, les Américains, ils ne disposaient même pas d'un bon système. Ils n'avaient pas la technologie qu'ils ont aujourd'hui 60 ans après. 60 ans après, ils ont développé certaines armes, mais 60 ans plus tard, les missiles que les Soviétiques avaient fabriqués, qui sont âgés de 60 ans, eux, les Occidentaux, n'ont même pas encore trouvé de technologie pour les détecter. C'est déplorable. Avec tous les dollars qu'ils ont, des milliards qu'ils dépensent par an pour équiper leur armée, 800 milliards de dollars. L'OTAN, ceci, cela, ils n'ont même pas encore trouvé les moyens pour détecter les vieux missiles russes. Maintenant, c'est Kinjal, ils vont arrêter, qui volent à 11 000 km. Quelque chose qui vole à 5 000 km, vous dites c'est trop rapide. C'est ce qu'ils ont dit. Hein. Ils disent c'est trop rapide, que non, les radars n'ont pas le temps de les détecter. Ah bon? C'est trop rapide. Avec 5 000 km. Maintenant, c'est 11 000 km, là, c'est ça qui ne va pas être rapide. Vous voyez? Donc, la Russie a les moyens. Elle a les moyens. Elle a les moyens. N'écoutez pas les Occidentaux qui disent non, ce sont les vieilles armes. Les vieilles armes font leurs preuves. Vos nouvelles armes sont incapables d'arrêter les vieilles armes russes. Il faudrait que les gens le comprennent une fois pour de bon. La Russie utilisait ces trucs, ces missiles, comment on appelle ça? Ces missiles, trucs, comment on appelle ça? Des missiles de croisière calibre. Bon, l'Ukraine arrivait à battre certains. Parce que ce ne sont pas des missiles que la Russie a conçus pour qu'ils soient rapides, comme le Kinjal ou bien le KH-22. Ce sont des missiles
qui vont lentement, mais qui volent à basse altitude. Donc les Ukrainiens arrivaient à abattre d'autres, mais d'autres atteignaient leurs objectifs. Ce missile KH-22, c'était les soviétiques, ils avaient fabriqué ça pour détruire les porte-avions américains, en fait, qui avaient une portée de 600 km, qui devaient être portés par des bombardiers stratégiques. Donc aller sur la mer, être à 600 km de là où les avions, les porte-avions se trouvaient, où les navires américains se trouvaient sur l'eau. Donc les bombardiers stratégiques devraient être en dehors de la défense ennemie, c'est-à-dire être à 600 km au-dessus de la mer, et la situation des porte-avions allait être à 600 km de là où les bombardiers russes se trouvaient, et ils allaient larguer ce missile. Donc les porte-avions américains jusqu'à aujourd'hui, ils n'ont pas de moyens de défense pour arrêter ces missiles. Il faudrait que les gens le sachent. C'est-à-dire les navires américains aujourd'hui n'ont pas les moyens d'intercepter le KH-22. Donc ce sont des missiles qui étaient conçus pour détruire les porte-avions. Voilà pourquoi l'ogive est de 950 kg. Si ça explose sur le porte-avions, vous avez vu immeuble de combien d'étages? Vous avez vu l'impact. Mais imaginons que c'est un porte-avions. Ça rentre sous l'eau directement. Tous les avions qui sont sur le porte-avions, les humains, tout le monde allait s'écouler. Et c'est ça. Donc, quand les Américains hésitent de rentrer en guerre directe avec les Russes, sachez bel et bien qu'ils savent que dans le stock soviétique, il y a ces genres de trucs de missiles que la Russie n'a même pas encore exploité. Depuis le début, la Russie a lancé au moins 211 missiles de ce genre. Ils n'ont jamais pu intercepter un parmi eux. Donc, imaginons que les Russes ont dit, ça, ce sont des bons missiles. Jusqu'à présent, ils n'arrivent pas à intercepter ces genres de missiles. Bon, si c'est le cas, on avait enlevé ça déjà dans notre arsenal militaire, mais on va réintroduire ça dedans. Et donc, qu'est-ce qu'on doit faire? Ce qu'on doit faire, bon, c'est de les reproduire en masse et de les modifier un peu, de les retravailler pour les modifier un peu. Vous imaginez augmenter encore un peu la vitesse, c'est 5000 km/h. Bon, on va augmenter la vitesse à 7000 km/h. Et apporter quelques technologies de trucs du missile hypersonique. Vous imaginez, les Occidentaux, même jusqu'à aujourd'hui, ils ne pourront pas trouver les moyens pour les intercepter. Peut-être pendant 15 ans. Puisqu'ils ont vu que leurs défenses aériennes ne font pas de preuve, ils ne sont pas capables, ne sont pas à mesure de les intercepter. C'est maintenant ils vont chercher des solutions en fait. Mais les solutions, on ne trouve pas ça en un jour, un truc ou bien en un an. C'est là maintenant ils vont rester là en train d'étudier comment ce missile a été conçu. Donc pendant que eux ils vont rester là en train d'étudier sur les caractéristiques d'un missile âgé de 63 ans pour pouvoir intercepter ça. Les Russes, eux, ils sont dans d'autres missiles déjà hypersoniques qui volent à une grande vitesse. Donc, du coup, ils ne pourront pas avoir les moyens. Il n'y a que les Russes seuls capables d'intercepter ces genres de missiles. Le S-400 qui a une capacité à détruire ces missiles. Les Occidentaux n'ont pas encore un tel système de défense. Il faudrait que les gens le sachent. Donc, si il y avait une guerre ouverte entre la Russie et ses alliés, ainsi que les Occidentaux ne pourront jamais protéger leur défense, leur territoire pour dire non, on va intercepter, on va arrêter les missiles russes. C'est du n'importe quoi. C'est du n'importe quoi. De la manière, eux aussi ils peuvent frapper le territoire russe, mais eux aussi ils ne pourront pas être épargnés. C'est là d'autres me font, quand ils disent Israël a le meilleur système de défense au monde. Mais non. Leur système de défense, c'est parce que c'est face aux Palestiniens, leurs petites roquettes qui fabriquent des roquettes Fanico là, qui fabriquent dans des trucs, dans des grottes. Et après, ils prennent ça, ils lancent. Et puis, bon, leur système de défense aérien arrête ça. Mais d'autres tombent quand même sur le territoire israélien. Il faudrait que ça soit clair. D'autres parviennent à y tomber. Mais ça vole à combien de trucs, de kilomètres-heure, ce que les Palestiniens fabriquent. Ce n'est pas des roquettes qui volent à 3000 km/h. Donc le système de défense, par exemple, israélien est adapté aux roquettes palestiniennes.
Mais si Israël fait face réellement à un pays qui est doté de tels missiles balistiques qui volent à 5000 km/h, 10 000 km/h, mais vous pensez que vos dômes de fer va faire quoi? Les radars même des dômes de fer ne vont rien voir venir. C'est ça le problème. Parce que leur patron, les Américains, leur radar ne voit rien. Oh, c'est l'Amérique qui garantit la sécurité de tous ceux. Israël, Europe et tout. Donc, si leur propre radar qu'ils ont tant vanté ne voit rien, ce n'est pas les radars des Israéliens qui vont voir quelque chose. Donc, vous comprenez déjà. C'est ça la vérité en fait. Est-ce que vous comprenez? Donc, les Russes, ce sont des gens qui... Les Russes sont des forces tranquilles. Déjà, les Occidentaux commencent à trembler parce que l'armée ukrainienne commence à s'effondrer. Est-ce que vous comprenez? Pourquoi? Parce que quand ils vous expliquent que Bakhmut, Soledar, ce ne sont pas des trucs stratégiques et que si les Russes prennent ça, ça ne changera rien. Et ça va changer tout. Par exemple, Bakhmut, là, si les Russes prennent Bakhmut, les Ukrainiens ne pourront plus mener d'offensive sur Zaporizhia pour dire qu'ils vont rêver à aller prendre la Crimée. Parce qu'une fois que Bakhmut tombera, les Russes auront un boulevard devant eux pour mener des offensives de l'autre côté, hein, vers Zaporizhia, pour déloger les Ukrainiens là-bas et couper leur ligne d'approvisionnement. Et ce qui empêchera les Ukrainiens de espérer de lancer une offensive contre le Donbass pour arriver dans la ville comment on appelle ça, dans la ville, l'autre côté de Kherson, ou bien vers Mariupol, pour dire, bon, ils vont espérer rester là pour attaquer la Crimée. Voilà pourquoi Zelensky, il ne veut pas que Kherson tombe. Comment on appelle ça, Bakhmut tombe. Voilà pourquoi l'OTAN refuse que ça tombe. Donc, ils mettent toutes les forces. Pourquoi Bakhmut ne tombe pas depuis là? C'est pas parce que ceux qui étaient là depuis le début qui défendent Bakhmut, non, il y a des renforts qui quittent vers Kiev, vers Kherson, vers Odessa. Et tous les mercenaires de l'OTAN, eux tous, ils viennent à Bakhmut. Voilà pourquoi on dit, c'est le hachoir à viande de l'armée ukrainienne. Eux-mêmes, ils se plaignent pour dire la ville est pilonnée, tout est détruit. Mais il y a des renforts qui viennent seulement parce que et leurs réservistes qu'ils avaient pour mener des offensives, ils sont là les envoyer à Bakhmut en fait. Ils disent si Bakhmut tombe, le Donbass risque de s'écrouler parce que ça laisse plusieurs voies à la Russie de mener des attaques sur plusieurs grandes villes en même temps. Donc en voyant ça, ils ont dit si Bakhmut tombe, le Donbass est foutu. Et donc les réservistes qu'ils avaient déjà mis sur pied pour mener d'autres offensives, ils sont là les déployer vers Bakhmut pour défendre Bakhmut coûte que coûte. Oui, non, ça c'est clair, tout le monde le sait. Même à Soledar, les femmes, quand les Russes ont libéré Soledar, les habitants de Soledar, ils ont dit il y avait beaucoup d'Anglais, beaucoup de trucs de Polonais, beaucoup de trucs d'Allemands et beaucoup d'Américains. Et surtout les Américains noirs. Ce sont les idées, il y avait des Américains noirs qui sont nombreux là-bas, qui défendaient Soledar. Et ces mêmes-là, ils sont à Bakhmut, ils défendent aussi Bakhmut. Donc voilà, c'est pas ceux qui pensent que c'est l'Ukraine seul qui fait face à la Russie, c'est du n'importe quoi. C'est que ceux-là, ils n'ont rien compris de ce qui se passe. Vous pensez que les Occidentaux, ils vont miser leur argent des milliards de dollars, ils vont se désarmer pour l'Ukraine et ils ne vont pas envoyer de mercenaires. Même les trucs en Afrique, nos petits conflits qui sont là, ils envoient des mercenaires pour soutenir. C'est en Ukraine où ils disent non, si l'Ukraine s'effondre, eux, c'est la démocratie qui est truc. C'est dans ça, eux, ils ne vont pas envoyer mercenaires. Mais arrêtez quand même. Ils ont déjà des militaires là-bas. Tout simplement, c'est pareil, ces militaires portent des tenues. Et puis, c'est eux-mêmes qui fabriquent les tenues militaires ukrainiennes.
Oui, 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 il faudrait que les gens le sachent. C'est eux-mêmes qui ont cousu ça en Europe ici. Pour dire qu'ils viennent aider les Ukrainiens pour l'hiver. Parce que l'Ukraine n'a plus la capacité de produire ses propres tenues militaires. Donc c'est eux qui produisent ces tenues militaires. Donc ils donnent ça à leurs propres militaires pour aller là-bas. Ils portent ça pour dire, bon, ce sont des militaires ukrainiens. Il faudrait que les gens le sachent. Ceux qui pensent que non, la Russie est face à la petite Ukraine et la Russie n'arrive pas à prendre l'Ukraine, mais vous n'avez rien compris. C'est un affrontement de l'Occident contre la Russie qui se passe en Ukraine. Une guerre interposée. Ah oui, mais vous ne le savez pas. C'est comme si la rébellion vient dans ton pays et que l'armée régulière du pays mène une offensive contre la rébellion, mais la rébellion est soutenue par des puissances étrangères. Comment la rébellion peut se terminer? Même si tu as une armée puissante et que cette rébellion reçoit l'aide étrangère sur tous les plans, des renseignements et tout, de l'argent, en armement. Comment ton pays va mater cette rébellion? Mais c'est ce qui se passe en Ukraine. Vous devez voir l'Ukraine comme les Ukrainiens comme des mercenaires qui combattent pour l'OTAN et dont l'OTAN est prête, cette organisation est prête à miser des milliards. Ils ont déjà dépensé plus de 100 milliards. Vous savez, même les aides occidentaux pour l'Afrique, ils n'ont jamais dépensé 100 milliards pour toute l'Afrique. Est-ce que vous comprenez? Mais l'Ukraine, pour son budget militaire, ils ont déjà mis 100 milliards dedans. Plus de 100 milliards. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Donc, vous devez savoir. 100 milliards, ils n'ont pas dit 100 milliards de francs CFA. 100 milliards de trucs de dollars. Convertis en francs CFA, vous voyez, c'est des milliers de milliards de francs CFA, mes frères. Je dis bien des milliers et des milliers de milliards de francs CFA. C'est ce qu'ils donnent aux Ukrainiens. Malgré ça, là, ils ne parviennent pas à chasser les Russes de l'Ukraine. Quel pays ici, je dis bien quel pays, membre de l'OTAN, qui peut résister de la manière dont la Russie résiste? Parce qu'il y a des gens qui comparent l'Amérique. Si c'était l'Amérique, c'était déjà fini. Mais arrêtez quand même. L'Amérique a fait quelle guerre seule dans le monde? Depuis que l'histoire a commencé, les Américains ont fait guerre seuls. Où partout les Américains interviennent, ils vont en coalition. Ils vont toujours avec leurs alliés. Ils ne vont pas seuls. Il faudrait que les gens le sachent. Oui, je le dis aujourd'hui. Dites-moi le nom d'une seule guerre menée par les Américains seuls. Même au Vietnam, les Américains n'étaient pas seuls. Ils étaient avec les Britanniques. Allez-y, vous renseignez sur l'histoire. Même la guerre contre le Japon, les Américains étaient avec les Britanniques, en plus l'Australie, contre le Japon. Il faudrait que les gens le sachent. Avec même l'Irak, les Britanniques avaient accompagné les Américains aussi. Ils n'étaient pas seuls. Les Américains et les Britanniques, ainsi que les Ukrainiens même, ils avaient participé à ça. La Libye, de Muammar Kadhafi, les Américains ne sont pas partis seuls. Ils étaient avec les Français et les Britanniques. Donc, partout où ils ont intervenu, ils sont allés toujours en coalition. Quand tu es si fort et puissant et que tu te vantes de partout, quand tu veux intervenir quelque part, tu n'appelles pas tes alliés pour dire allez-y m'aider. Tu interviens seul. Mais partout où ils vont, ils comptent sur les alliés. Nos alliés, nos partenaires, nos alliés. C'est ça l'Amérique. Donc, un pays qui agit de la sorte, on ne peut pas réellement tester sa puissance militaire. La Russie a des alliés. Mais est-ce que quand la Russie voulait attaquer l'Ukraine, elle a dit, mes alliés, venez, on va mener une opération spéciale en Ukraine. Non, la Russie, elle est partie seule. Depuis qu'elle fait face à cette coalition de l'OTAN qui soutient l'Ukraine, corps et âme. Avez-vous déjà vu les Russes appeler leurs alliés? Ils sont seuls. Je dis bien, ils sont seuls face à eux. Et c'est là les Occidentaux, ils comprennent que non, ils ont affaire à un vrai pays. Ils étaient là sous-estimer la Russie. Ah, la Russie a des vieilles. Mais ils comprennent que la Russie n'est pas un pays qui... Non, leur économie... Voilà quelqu'un que vous dites. Les gens que vous dites, leur économie n'est pas forte. Que vous avez la grande économie du monde. Depuis là, ils vous font face sur tous les fronts. Guerre économique. Ils ont déclenché une guerre économique, guerre politique, guerre militaire. Sur tous les fronts, la Russie est seule.
et elle fait face. Si c'était un autre pays, il y a longtemps, ce pays allait fléchir genoux pour dire non, je ne peux plus tenir, j'abandonne. Pourquoi ils disent en Ukraine et puis eux, ils ne se mêlent pas là-dedans? Ils ne se mêlent pas là-dedans parce que si l'Ukraine tombe, ils vont dire bon, c'est l'Ukraine qui est tombée, nous on apportait notre aide à l'Ukraine, donc on n'est pas dedans, on n'a pas perdu. Voilà pourquoi ils disent ça. Sinon, en réalité, ils sont impliqués jusqu'au cou. Vous pensez que l'Ukraine peut tenir sans les armes de l'Occident? Mais arrêtez de vous voiler la face. L'Ukraine ne peut pas tenir pendant 3 mois face à la Russie sans les armes de l'OTAN. Et puis partout où les Américains sont partis avec leurs alliés, le jour où les Américains, où un pays avait aidé celui qui était attaqué par les Américains avaient échoué. C'était la Corée, la guerre de la Corée. Les Chinois avaient pris la décision d'aider les trucs de la Corée du Nord. Ils ont gagné, ils ont battu l'Amérique avec ses alliés. Voilà, ce sont les Américains qui ont dit, bon, on soulève le drapeau blanc, on n'a qu'à faire une zone de démilitarisation. Parce que les Chinois, accompagnés par la Corée du Nord, partaient maintenant libérer toute la Corée. Et ils ont trouvé un compromis pour arrêter la guerre. Est-ce que vous comprenez? Donc, c'était la seule fois, la première fois que l'Amérique a attaqué un pays et puis un autre pays venait aider le pays attaqué par l'Amérique. L'Amérique a pris défaite ce jour-là. Sinon, les autres pays qui ont été attaqués par l'Amérique, les autres pays n'ont pas voulu aider ces pays. Est-ce que vous comprenez? Voilà pourquoi l'Amérique est forte, l'Amérique est forte. Quand ils bombardaient Saddam Hussein, qui a aidé Saddam Hussein? Quels sont les pays qui ont fait coalition pour dire non, nous on soutient l'Irak en armes, en argent, et on envoie des conseillers militaires pour empêcher personne. Ils ont laissé Saddam Hussein seul. Quand ils attaquaient la Libye, quels sont les pays qui se sont mobilisés pour dire non, on va aider Kadhafi? Personne. Mais l'Ukraine, là, l'Ukraine est le plus grand pays de l'Europe, en termes de superficie. Ils sont 45 millions d'habitants. Donc, ne comparez pas l'Ukraine aux autres pays. L'Irak, c'était combien d'habitants? Entre 13 et 15 millions d'habitants. Est-ce que vous comprenez? Donc, ils ne sont pas nombreux en termes de trucs. La Libye, là, ils étaient combien d'habitants? Les Libyens, c'était entre 6 et 5 millions d'habitants. Des gens qui sont peu. Pour aller les attaquer, ils sont partis en Boeing, en coalition. Est-ce que vous comprenez la logique? Ils étaient peu nombreux pour aller attaquer la Libye là. La France seule ne pouvait pas. Elle a tenté, elle était là balbutiée, elle n'arrivait pas. Kadhafi était en train de prendre le dessus. Ils étaient obligés de dire, les Américains, les Anglais, venez nous aider. Et les alliés de la France sont partis aider la France. Donc, vous comprenez, donc, en termes de puissance militaire, ne comparez pas la Russie à ces pays. Ne comparez pas la Russie à ces pays. La Russie est une superpuissance. C'est parce que la Russie ne fait pas comme les États-Unis pour dire, bon, on va faire des bases militaires à travers le globe. Et non, la Russie ne fait pas ça. Elle ne fait pas ça. Voilà pourquoi les gens pensent que les Américains sont si puissants parce qu'ils ont conçu leur armée sur l'histoire de porte-avions. Les Russes, eux, leur armée, ils ont fait ça parce que c'est un grand pays. Un grand pays. Eux-mêmes, ils n'ont pas encore fini de surveiller leur propre territoire. Donc, eux, ils ont fait une très grande armée terrestre avec de l'artillerie en nombre. Donc, ils se sont concentrés sur ça. L'artillerie et les chars de guerre. L'aviation et les navires, ils n'ont pas trop investi là-dedans. Ils ont plutôt investi dans les systèmes de défense à cause de la superficie de leur pays pour pouvoir sécuriser l'espace aérien de leur pays. Voilà où ils ont misé. Les Américains, eux, ils se sont dit qu'ils sont de l'autre côté de la mer, ils ont besoin du reste du monde. Et donc, pour avoir leur mot à dire, il faut développer une très grande flotte pour occuper les mers. Voilà pourquoi ils ont développé les navires de guerre. Parce que sans ça, s'ils développent uniquement les chars, sans les navires de guerre, ils ne pourront pas contrôler les mers, donc ils n'auront pas leur mot à dire à travers le monde.
Est-ce que vous comprenez? Voilà pourquoi ils ont développé les navires de guerre et les avions. Donc, chaque pays a son idéologie, a sa vision. Donc, on ne regardait pas les porte-avions pour dire, ah, l'Amérique, non, 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 c'est pas comme ça. C'est pas comme ça. La Russie, elle s'est basée sur les chars. Sinon, si ce n'était pas un pays qui avait basé sa politique sur une force terrestre, mais en Ukraine, il y a longtemps, la Russie allait manquer de trucs de matériel, de guerre terrestre, artillerie, chars et tout, il y a longtemps. Il y a longtemps, la Russie n'allait plus avoir de trucs de chars de guerre. Vous imaginez les pays qui ont fait coalition, qui envoient des armes en Ukraine? Les armes traversent l'océan Atlantique, ça vient de l'Amérique. Hein? Canada, l'Amérique. Des armes quittent en Nouvelle-Zélande, Australie, oui. C'est que je vous dis, il y a la Nouvelle-Zélande et l'Australie qui font traverser des armes pour envoyer ça en Ukraine. Est-ce que vous comprenez? Sans compter la Turquie, dans les pays du Moyen-Orient, qui envoient des armes. Et maintenant qu'on met l'Union européenne et le Japon qui arment, et la Corée du Sud avait donné des drones. Donc, vous comprenez, tous ces pays qui se sont coalisés pour armer l'Ukraine. Même il y a des Japonais qui combattent aux côtés de l'armée ukrainienne. Des Japonais qui sont venus combattre pour l'Ukraine. Donc, ce n'est pas une petite affaire. C'est parce que la Russie est une superpuissance, est un pays fort. Voilà pourquoi la Russie est toujours là. Et la Russie n'a même pas encore déclaré la guerre totalement. Sinon, elle pouvait dire, bon, voyant la situation, je vais mobiliser au moins 2 millions de soldats pour envahir l'Ukraine. De la manière l'Ukraine fait pour mobiliser pour tout le monde, la Russie pouvait dire, bon, parce que la Russie a au moins 22 millions de jeunes qui sont prêts à combattre. Parce que la société russe est une société qui a évolué en apprenant le service militaire. Ceux qu'on dit les mobiliser en Russie, ce n'est pas des gens qui ne savent pas manipuler les armes, ce sont des gens qui ont déjà servi au sein de l'armée. Parce qu'en Russie, c'est obligatoire, femmes comme garçons. Il y a des écoles militaires, il y a partout. Quand tu vas à l'école, avant de travailler en Russie, tu dois faire ton service militaire d'abord. Tu dois servir l'armée au moins 1 an à 2 ans. Quand tu finis de servir l'armée, maintenant tu peux aller travailler ailleurs. Et donc, tous ceux qui sont mobilisés en Russie, ce sont des gens qui, d'un moment à un autre, c'est-à-dire d'une part dans leur vie, ils ont déjà servi dans l'armée. Donc, ils se sont familiarisés avec l'armée. Ce ne sont pas des gens qui ont pris des petits vagabonds pour dire allez-y, prends des armes. Non, 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 c'est des gens qui savent déjà manipuler les armes. Mais comme ils ont quitté l'armée, ça fait longtemps, et puis ils se sont orientés dans d'autres services, il y a certaines armes qu'ils doivent apprendre à manipuler. Donc, quand on dit, bon, il faut les former, c'est des gens qui connaissent déjà le service militaire. Et donc, on les forme pour leur donner autre stratégie. Parce que quand tu fais quelque chose et que pendant longtemps tu n'as pas fait ça, tu oublies. Donc, on te rappelle un peu. Et quand on te rappelle, tu te rappelles pour dire, ah oui, tu avais fait un service militaire. Et que voilà, voilà. Donc, les anciens trucs viennent dans ta tête et tu comprends automatiquement. Maintenant, les nouvelles armes, on t'apprend. Quand tu maîtrises ça, on dit, bon, les combats sur le terrain, ça a changé. Voici comment il faut combattre dorénavant. Voilà comment il faut mener une opération spéciale. Voilà, voilà, voilà. Et donc, cette fois-ci, ce qui va se passer, c'est que j'ai eu une information, on dit, dans 1 mois ou 1 mois et demi, la Russie va lancer une très grande opération. C'est-à-dire, elle va déclarer la guerre totale à l'Ukraine. Dans 1 mois, c'est-à-dire à partir de début février ou bien à partir du mois de mars, elle va lancer une très grande offensive. Côté biélorusse, côté sud, même dans la mer Noire, elle va s'attaquer à Odessa. Elle va s'attaquer à Odessa pour mener une très grande offensive, déclarer totalement la guerre à l'Ukraine. Pour prendre le contrôle de l'Ukraine, pour éviter que l'OTAN s'installe parce qu'ils voient que l'OTAN s'immisce de jour en jour. Donc, pour avoir une réserve, la Russie va lancer une mobilisation de 500 000 hommes pour
que l'armée russe puisse atteindre au moins 2 millions de personnes qui vont rester en Russie, qui vont être prêtes. Ces millions de personnes vont être prêtes à intervenir à tout moment. Au cas où l'OTAN rentrerait dans la danse pour que ces 2 millions de personnes qui vont rester dans l'armée russe vont venir. Donc voici un peu ce qui se prépare. Sinon, elle allait lancer l'offensive depuis longtemps. Mais elle attend à ce que voilà, la mobilisation se fasse. Donc ça va se faire ce mois-ci, ce mois de janvier. Et à partir de début février ou mars, il y aura la grande offensive qui va s'opérer. Donc ne soyez pas triste, la Russie va gagner. Voilà pourquoi les services de renseignement occidentaux, ayant les informations, ils se bousculent pour amener des trucs à des soldats. Et puis maintenant, ils se posent des questions. Est-ce qu'il faut rentrer en guerre? Il faut mobiliser les jeunes européens pour aller faire la guerre à la Russie parce que c'est inadmissible de voir l'Ukraine s'effondrer parce que la Russie prépare une très grande offensive qui va faire effondrer l'armée ukrainienne totalement. Et donc, il y a la course contre la montre, hein, la course des armes. Voilà pourquoi ils se précipitent. Les Américains sont là envoyés des renforts. Ils ont envoyé 1200 chars. Hein, il n'y a pas longtemps, avant-hier, ils ont déployé ça en Lituanie et en Pologne et tout. Les chars Abrams, ouais, non loin du truc de la frontière de la Russie. Donc, ils ont dit, bon, c'est pour renforcer le front ouest. Mais on sait tous que non, c'est pour qu'ils rentrent en guerre totale. Parce que l'Ukraine veut s'effondrer. Parce que les Américains ont eu une phobie. Les Américains ont toujours dit que si la Russie parvient à prendre l'Ukraine, la Russie va devenir une superpuissance militaire qui va empêcher les Américains de dominer le monde. Or, donc, la politique américaine a été toujours de séparer l'Ukraine de la Russie pour empêcher la Russie d'avoir une capacité puissante militaire et empêcher la Russie d'augmenter ses ressources ainsi que permettre à la Russie d'avoir une certaine technologie de fabrication des trucs de porte-avions parce que auparavant c'était en Ukraine que les porte-avions russes se fabriquaient. Les gros avions qui portent d'avions militaires, de cargo militaire, c'est en Ukraine que ces avions étaient fabriqués et tout. Donc il y a des ports stratégiques en Ukraine. Si les Russes prennent le contrôle, ça va leur permettre de refabriquer les porte-avions et consorts. Et ils pourront avoir certaines choses, les moteurs des avions, de certains fusées et tout. Donc, les Américains ont toujours voulu séparer la Russie de l'Ukraine. Et les Russes, ayant conscience de ça, eux, leur objectif, c'est de prendre l'Ukraine. Voilà d'où la bataille. Voilà pourquoi la bataille est là. Parce que si la Russie prend l'Ukraine, plus sur la Biélorussie, vous comprenez que l'Union soviétique est formée. Et donc, la politique de l'Euro-Asie voit le jour. Et donc, du coup, les Occidentaux ne peuvent plus menacer la Russie ou bien Leningrad. L'autre côté, cette portion de la Russie qui se trouve entre la Lituanie et la Pologne, ils ne peuvent plus menacer ça puisque l'Ukraine et la Biélorussie seront du côté de la Russie. La Russie va faire de telle sorte que la Biélorussie et l'Ukraine, plus la Russie, deviennent un seul État. Donc, la Lituanie et la Pologne ne peuvent plus s'azarder à vouloir attaquer Leningrad, ou bien les Allemands, ou bien l'OTAN. Parce que s'ils attaquent, ils risquent de perdre la Lituanie et l'Estonie. Parce que depuis le territoire biélorusse, il y aura eu une offensive de l'autre. Donc, ils comprennent cet enjeu. Voilà pourquoi les Occidentaux mettent tout leur effort dans cette histoire. Ils veulent séparer l'Ukraine de la Russie. Est-ce que les Russes vont accepter ça? Voilà pourquoi Poutine ne peut plus reculer. Voilà pourquoi il a demandé à ce que l'Ukraine soit un pays neutre. La Suède, la Finlande, ça c'est autre chose. Mais l'Ukraine, la Russie ne peut pas se permettre de perdre l'Ukraine. Et elle est prête à tout. Voilà pourquoi elle ne veut pas détruire totalement l'Ukraine, mais elle ne veut pas aussi non plus laisser l'Ukraine faire n'importe quoi. Et permettre à l'OTAN, voilà, Stalingrad, permettre. Voilà, donc, sur ce, on se laisse. Je vous remercie. Bonne nuit à vous. Ciao.